Merci pour votre invitation. Je suis ravi d'être avec vous. Vous avez déjà tout dit. Et si le logement ne fait pas partie des priorités politiques, je suis désolé de vous dire, à ma grande déception, on a beaucoup parlé de loi bien vieillir, de loi perte d'autonomie, mais on voit rien arriver. Et donc, bien sûr, je le regrette. Alors, la perte d'autonomie, c'est un problème pour chacun d'entre nous, avec nos grands-parents, avec nos parents, avec nous-mêmes demain, et c'est aussi un problème collectif. Et pourtant, la France a de la chance puisque nous avons plutôt une bonne espérance de vie à la naissance, puisqu'elle maintenant, elle a même augmenté au début de l'année. Elle est de 80 ans pour les hommes, de 86 ans pour les femmes. En revanche, nous sommes des mauvais élèves ou de pas bons élèves du tout en ce qui concerne l'espérance de vie en bonne santé, puisqu'à 65 ans, la moitié du réservoir d'années qui nous reste à vivre sera en mauvaise santé. Ça pose bien évidemment des problèmes pour les individus, pour les familles et pour la collectivité. Si on n'arrive pas à redresser cette différence de pente, là je parle de pente d'espérance de vie, avec une espérance de vie à naissance qui augmente et une espérance de vie en bonne santé qui augmente mais de façon moindre, nous allons dans le mur en klaxonnant. Pourquoi? Parce que la perte d'autonomie coûte déjà 24 milliards d'euros par an. Pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, le poids des plus de 60 ans a augmenté de 50% en 40 ans. Il était de 17%, il est maintenant de 26%. À l'heure actuelle, un Français sur 5 a plus de 65 ans. En 2030, ce sera 1 sur 4. Et on s'attend à ce qu'en 2070, un Européen sur 3 ait plus de 65 ans. Vous voyez bien qu'on a des vrais problèmes. Je peux ajouter à ça, on n'aura pas trop le temps d'en parler, mais qu'il y a une différence d'espérance de vie à la naissance de 13 ans entre les 5% des Français les plus favorisés et les 5% les plus démunis. Après avoir dressé ce tableau en chiffres, je voudrais donner plutôt une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, vous l'avez dit, c'est que la perte d'autonomie n'est pas une fatalité. Nous ne sommes pas condamnés tous à perdre notre autonomie. Pourquoi? Alors, il y a deux notions que je voudrais introduire dès maintenant. Il y a la notion d'âge chronologique. L'âge chronologique, c'est notre âge, c'est l'âge de notre passeport. Et d'âge biologique, maintenant, on parle même d'âge épigénétique. Qu'est-ce que c'est? L'âge biologique, c'est l'âge de notre corps. Et évidemment, plus l'âge biologique, si l'âge biologique augmente plus vite que l'âge chronologique, on a une pente, vous en avez parlé, une pente de vieillissement, une pente de diminution des fonctions cognitives de nos sens qui va s'accentuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les personnes qui sont en surpoids, les personnes qui ont des pathologies chroniques, les personnes qui ont un mode de vie ou une hygiène de vie qui n'est pas optimale, vont effectivement entrer plus facilement dans les pathologies chroniques, les pathologies cardiovasculaires, les pathologies neurodégénératives et risquent d'aller vers la perte d'autonomie. La perte d'autonomie, au fait, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de, par définition, de ne pas pouvoir s'occuper de soi-même seul, soit pour s'alimenter, soit pour son hygiène, soit pour se déplacer, soit pour gérer ses comptes, pour répondre au téléphone. La bonne nouvelle, et comme vous l'avez dit, c'est qu'on peut modifier cette pente. Et ça, c'est un point important. On peut être maître de son destin. Alors, comment fait-on pour cela? Eh bien, quand j'ai commencé à m'intéresser au vieillissement, vous l'avez rappelé, je suis pédiatre, mais j'ai commencé à m'intéresser au vieillissement en créant les États généraux du vieillir jeune à l'UNESCO en 2008. Donc, ça fait maintenant 16 ans que je travaille sur ces sujets. Et la science a beaucoup progressé, puisqu'on a même compris en 2009, grâce au prix Nobel de médecine qui a été décerné au professeur Blackburn, que le processus de vieillissement était un processus inéluctable qui était lié au raccourcissement des extrémités de nos chromosomes, ce qu'on appelle les télomères. Et plus ces télomères se raccourcissent, plus nos cellules vont perdre de l'énergie, vont s'arrêter de fonctionner et vont même sécréter des produits, des substances inflammatoires qui vont favoriser l'arrivée de ces pathologies chroniques. La bonne nouvelle, comme je disais, c'est qu'on n'est pas condamné à rentrer dans ce cercle vicieux. Comment faire? Eh bien, on s'est rendu compte que plusieurs choses peuvent être faites pour
impacter le comportement. Il y a d'ailleurs une étude passionnante qui a été publiée en début d'année 2024, c'est très récent, chez les vétérans américains, c'est-à-dire les retraités de l'armée américaine, 700 000 vétérans. On a remarqué que même si les vétérans changeaient de comportement à 50 ans ou à 60 ans, ils avaient la capacité de diminuer la survenue d'événements sévères, des problèmes cardiovasculaires ou l'Alzheimer, et ils pouvaient même augmenter leur espérance de vie de plus de 10 ans ou de 20 ans. Donc vous voyez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce processus de vieillissement, on disait que l'état de santé d'un individu sain, évidemment quand on est malade, il faut soigner, dépendait à 40% des comportements et de modes de vie. Maintenant, les experts du vieillissement disent que le poids des comportements et du mode de vie peut compter jusqu'à 80%. Pourquoi? Parce que ces modes de vie vont impacter l'expression de nos gènes. Je prends un exemple. Si un individu, quelqu'un a des gènes de risque de développer un cancer de la peau, le mélanome, s'il se protège avec une protection solaire, il va diminuer le risque d'avoir un cancer de la peau. Si en revanche, il ne se protège pas, la probabilité d'avoir ce cancer de la peau est importante. C'est pareil pour le cancer du poumon, bien évidemment, et le tabac. Donc, comment faire? Première chose, il faut savoir se protéger. Protéger de ce qui est toxique. On a parlé du tabac, on parle de l'excès d'alcool, on parle de la pollution. On pourrait parler des relations toxiques, puisque le bien vieillir n'est pas qu'une affaire de physique, c'est aussi une affaire mentale. Deuxième chose, une fois qu'on a une liste qui est toxique, on doit se préserver aussi en évitant les problèmes. On parle de domicile. On sait que si on n'adapte pas le domicile, et les personnes âgées, Alexandre Petit va en parler, les personnes âgées préfèrent rester chez elles parce que c'est très déstabilisant de partir chez elles, mais il faut adapter le logement. Pourquoi? Parce que s'il y a des risques de chute, si on ne change pas la baignoire en douche, si on laisse des tapis, il y a des risques de chute. Il faut que vous sachiez qu'il y a 10 à 12 000 morts par an par chute chez les personnes âgées. Ça représente plus d'1,2 milliard d'euros par an et 400 000 passages aux urgences. Donc vous voyez que ça pose un vrai problème. Il faut aussi protéger les personnes âgées des infections. On ne parle pas assez de vaccination. Lorsqu'on a une grippe, lorsqu'on a un Covid, eh bien les personnes âgées vont être alitées, elles ne vont plus aller au soleil, elles ne vont plus se nourrir, elles vont avoir une fonte musculaire, elles vont accélérer cette pente dont vous parliez, Aymar de Germay. Donc il faut absolument les protéger. Et puis il faut aussi penser à détecter la perte d'essence. Pourquoi? Parce que quand on a une hypoacousie, lorsqu'on entend moins bien, on va s'isoler. Et si on s'isole, on perd les interactions sociales et on va accentuer cette pente. Donc, le premier point, c'est se protéger. Le deuxième, et bien sûr, vous en avez tous entendu parler, c'est se stimuler. Se stimuler, c'est à la fois une stimulation physique et une stimulation intellectuelle. La stimulation physique, c'est un exercice physique quotidien. Ce n'est pas, là je parle pas des personnes les plus âgées, mais ce n'est pas d'aller courir 2 footings par semaine ou 2 parties de tennis par semaine. Non, c'est un exercice physique soutenu quotidien. Et figurez-vous qu'il a été démontré scientifiquement que les personnes qui ont un exercice physique quotidien, ça peut être la marche, ça peut être faire du vélo, pas du vélo électrique, de monter quelques escaliers, d'aller faire ses courses, eh bien, on a remarqué que leur télomère réduisait moins vite. Donc, on comprend comment ça marche. Ça a donc un impact extrêmement important. La stimulation intellectuelle aussi est très importante. Les neurobiologistes ont montré que les personnes curieuses, les personnes qui ont envie d'apprendre, les personnes qui ont des interactions sociales réussies vont vivre plus longtemps et mieux. L'isolement est un poison. Ce n'est pas seulement un poison social, c'est un poison pour la santé physique et mentale. Je passerai rapidement sur s'entretenir avec le régime, parce que vous avez tous entendu parler de ça. Une bonne alimentation, une alimentation saine, un régime méditerranéen est très important. Maintenant, on parle aussi de jeûne intermittent. On pourra en reparler si vous le voulez, mais je ne crois pas avoir le temps de l'évoquer maintenant. Un point majeur aussi, c'est le sommeil.
Le sommeil permet de réparer l'ensemble des fonctions métaboliques et on a tout à fait remarqué que les personnes qui ont des troubles du sommeil, 40% des habitants des mégapoles ont un problème de sommeil, ils ne dorment pas assez. Or, les problèmes de sommeil font le lit de pathologies chroniques, de surpoids, de cancer. Les femmes qui ont des travaux, qui ont un job nocturne, ont plus de cancer du sein que les autres, des problèmes cardiovasculaires. Donc la qualité et la quantité de sommeil est importante. Et là, il y a aussi des conseils importants pour les personnes âgées. Il faut savoir, par exemple, qu'une personne âgée qui va rester allongée toute la journée va avoir des problèmes de sommeil la nuit. J'ai parlé de la question de sens. Vous êtes beaucoup de notaires, c'est un point important. La notion de sens et d'utilité sociale est importante. On remarque qu'avec la retraite, lorsque la retraite n'est pas préparée, il y a une augmentation de la morbidité et de la mortalité dans les 18 mois qui suivent la retraite. Donc on peut le dire, le travail, c'est la santé, bien évidemment, en fonction des conditions d'exercice, c'est un point important. Enfin, un point majeur, c'est de faire des bilans. Je suis frappé que nous tous, nous trouvons normal de faire des contrôles techniques obligatoires pour nos voitures au-delà d'un certain âge, puisqu'on a même des PV. J'ai eu un PV il y a 2 mois parce que je n'avais pas fait le contrôle technique de ma voiture. Rien de tel pour l'état de santé. Alors, les anciens ministres de la Santé qui se sont succédés, parce qu'on a eu une dizaine en 5 ans, maintenant veulent mettre en place des rendez-vous de prévention, mais ce n'est en aucun cas obligatoire, alors que si je ne prends que le cœur ne fait pas parler de lui. Il ne fait parler de l'hypertension, c'est quasiment asymptomatique. Le diabète, c'est asymptomatique. On ne parle du cœur que lorsqu'il y a un accident. C'est donc essentiel de repérer les personnes fragiles, y compris les personnes plus âgées qui sont en perte de force musculaire. Et c'est tout l'intérêt de ce que fait Alogia, dont parlera Alexandre, et l'intérêt aussi d'avoir des métiers de prévention qui vont détecter ces personnes et les aider à rentrer dans ce cercle plus vertueux dont je parle. On peut parler des pharmaciens, on peut parler des ergothérapeutes, on peut parler des infirmiers qui vont à domicile, c'est important. Si vous me donnez encore 2 minutes, je pense que notre société n'est pas une société bienveillante vis-à-vis des personnes âgées, n'est pas une société bienveillante vis-à-vis des personnes âgées. Nous avons une vraie discrimination. On fait partir les gens en pré-retraite, je l'ai dit, c'est un crime. Les personnes âgées, on les envoie pour les coûts du logement. Vous avez très bien parlé, président Delcras, du problème de logement. On les envoie en périphérie des villes, or ils ne peuvent pas conduire. Donc on les isole. Il y a une rupture du lien intergénérationnel. Et quand on voit ce qui se passe à Paris avec des vélos électriques qui prennent les sens interdits à contresens, qui ne s'arrêtent pas au feu rouge, c'est un danger public pour les personnes âgées, d'autant que, par exemple, la mairie de Paris va supprimer certains ponts publics qui empêchent les personnes âgées d'aller faire leurs courses parce qu'ils ne peuvent pas se reposer. Donc, l'âge n'est pas un naufrage. Ce qui est un naufrage, c'est l'isolement, c'est de laisser les gens dans des situations inadaptées. On peut aider chacun de nos concitoyens à mieux vieillir et à éviter de rentrer dans cette spirale infernale de la perte d'autonomie, à condition, 1, de les repérer, 2, de les aider et de les stimuler, et physiquement et intellectuellement. C'est un point important. C'était juste les quelques points d'introduction que je voulais partager avec vous.